Bonsoir, bonsoir à tous. On est vraiment désolé pour ce léger retard. Bon, c'est que 6h10, ça va. Donc on va commencer. Donc merci à tous déjà d'être venus aussi nombreux pour cette conférence ce soir. Donc l'intelligence artificielle, ça va être le thème de la soirée. Je ne sais pas si vous êtes novice ou expert dans ce domaine. En tout cas, le but de cette conférence, ça va vraiment être de faire en sorte que vous sortez de cette salle en ayant des connaissances sur ce sujet et que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Donc pour présenter cette conférence, Clotaire et une assistante vont m'aider dans ce travail. Donc Marine, si tu peux présenter la conférence, s'il te plaît. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre conférence de l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vous laisse avec Clotaire qui va faire une petite introduction du sujet et vous présenter nos intervenants du soir. Donc tout d'abord, bonsoir. Alors on a 3 intervenants ce soir. Ils vont chacun à leur tour faire une présentation sur leurs travaux et sur leur sujet de recherche. Donc tout d'abord, nous avons Nicolas Spatola, qui est chercheur en psychologie sociale et cognitive et postdoctorant à l'Université technique de Berlin. Nous avons Philippe Lacombe, qui est enseignant-chercheur à l'ISIMA et qui travaille principalement sur le machine learning dans le cadre de la santé. Et nous avons Shafik Samir, qui est un enseignant-chercheur à l'UCA et à Olimos, le laboratoire d'informatique de modélisation et d'optimisation des systèmes, aussi à Clermont-Ferrand. Donc la soirée commencera avec Nicolas Spatola, qui nous fera une présentation sur l'intelligence artificielle en général. Ensuite, il y aura un moment d'échange, questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au micro. Ou si vous êtes un peu timide, vous n'osez pas trop, je vais vous expliquer plus tard. On aura un système qui s'appelle le WooClap. Certains connaissent, d'autres non, donc je ferai un petit point là-dessus. Ensuite, nous aurons Philippe Lacombe qui nous fera une présentation sur ses travaux et l'application de l'intelligence artificielle dans la matière de la santé. Et enfin, Shafik Samir qui nous fera une présentation sur l'anthropologie et l'optimisation des systèmes. Donc, le WooClap, alors c'est un système qui permet de récupérer vos réactions et vos questions pendant la conférence. Donc si vous avez quelque chose qui vous vient en tête pendant une présentation, au lieu de la perdre, de l'oublier, posez-la directement sur le WooClap. Donc pour le WooClap, pour le rejoindre, vous avez soit le QR code, ou alors vous avez le code WooClap que vous pouvez taper directement sur le site wooclap.fr, il me semble. Et le code c'est confia, qui est affiché ici. Donc on va commencer les présentations avec Nicolas et on vous invite, Shafik et Philippe, à vous installer en face. Merci. Donc avant de commencer avec les présentations de Monsieur Spatola, on va faire un petit jeu pour rendre la conférence un peu attrayante. Donc pour commencer, j'ai des petites questions pour vous. Vous allez répondre en fonction vous allez répondre à l'applaudimètre. Donc tout le monde connaît ça, je suppose. J'ai posé une question et si vous pensez que l'intelligence artificielle est présente dans les différents objets que je vais vous présenter, vous allez simplement frapper dans les mains pour mesurer les réponses de chacun. Donc est-ce que vous pensez, dans un premier temps, que l'intelligence artificielle est présente dans les systèmes de GPS ? Donc la majorité de l'amphithéâtre, d'accord. Donc en effet, l'intelligence artificielle est bien présente dans tous les systèmes de géolocalisation de ce genre. Ensuite, est-ce que vous pensez qu'elle est présente dans les robots mixeurs ? Alors là, il y avait une majorité qui n'a pas applaudi et elle a eu raison parce qu'elle n'est pas présente dans les robots mixeurs. C'est pas une technologie qui utilise de l'intelligence artificielle. Ensuite, les emails, est-ce que vous pensez que ça fait partie de l'intelligence artificielle ? Ouais. En effet, le système d'email utilise de l'intelligence artificielle, donc ceux qui n'ont pas applaudi, maintenant vous le savez. Et enfin, les smartphones, est-ce que vous pensez qu'ils font partie de cet univers de l'intelligence artificielle ? Voilà. Bon, là, tout le monde a applaudi, c'est parfait. C'était la bonne réponse. Donc maintenant, je vais laisser Monsieur Spatola faire sa présentation. Merci.
Donc bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc je suis Nicolas Spatola, je suis docteur en psychologie cognitive et en psychologie sociale. Donc je travaille à l'université technique de Berlin dans le cluster d'excellence Science of Intelligence, qui en fait est un cluster qui s'intéresse au concept d'intelligence de toutes les manières possibles, c'est-à-dire d'avoir une perspective neurophysiologique, physiologique, cognitive et évidemment artificielle, c'est-à-dire d'essayer de recréer en fait l'intelligence humaine sous peu de ce qu'on appelle intelligence humaine dans des entités artificielles. Donc, ce soir je vous propose de faire, c'est pendant 15 minutes de vous parler un peu de l'intelligence artificielle, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est d'une manière assez large, et de se poser quelques questions sur l'influence que ça a sur notre environnement social et le comportement social que nous, humains, nous pouvons avoir, ou nous, citoyens, pouvons avoir. Donc, je vais dans le bon sens. Ah oui. Dans ce sens-là, ça ira mieux. Donc, on va partir rapidement, même si ce n'est pas vraiment le début, mais de 1956 à Dartmouth, en fait, avec la conférence sur l'intelligence artificielle, donc, où on a établi ce mot cette appellation intelligence artificielle, avec pas mal de chercheurs qui sont bien connus, dont McCarthy, etc., mais je vais passer sur les détails. Et c'est à peu près à ce moment-là, en fait, qu'on s'est lancé, que certains scientifiques, en tout cas, se sont lancés le défi de recréer en fait ce qu'on pourrait conceptualiser comme l'intelligence dans des agents artificiels. Il y a quelque chose à savoir dans cette idée d'intelligence artificielle, c'est déjà que cette appellation est fausse, en fait, dans la représentation qu'on en a, et d'autant plus en français, parce que la traduction est d'autant plus non intuitive. C'est quand on parle d'intelligence artificielle, on ne parle pas d'intelligence artificielle, donc au sens reproduire l'intelligence humaine dans des corps artificiels, mais plutôt en fait de traitement de données automatisées. Mais du coup, tout de suite, c'est un peu moins sexy, et c'est la raison pour laquelle en fait cette appellation intelligence artificielle avait été choisie. Mais voilà. Donc se dire qu'en fait on recrée l'intelligence humaine, ce n'est pas le cas, et on en est extrêmement loin de ça. À l'heure actuelle, en fait, on a différents systèmes en fait qui permettent de créer ces systèmes d'apprentissage automatique et ces systèmes de traitement automatique de l'information. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails statistiques, mais c'est simplement pour vous parler que on peut créer en fait ces algorithmes avec plus ou moins de contrôle, c'est-à-dire plus ou moins d'intervention humaine, avec les plus performants qui essayent d'apprendre au maximum tout seuls. On leur donne pas grand-chose et ils apprennent des choses tout seuls. Mais on en reparlera. Et tout ça, en fait, ça a une base statistique qui est basiquement pas très compliquée, mais quand on commence à rentrer dans les détails, forcément, ou quand on commence à faire des regroupements, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est des analyses statistiques qui sont assez classiques, en fait, qui sont autour de la régression, de la classification ou du clustering, qui visent à trouver, en fait, une logique dans un ensemble de données, à trouver, en fait, soit des groupes dans des ensembles de données. Par exemple, si là, je prenais la salle et que je coupais entre hommes et femmes, et ben, techniquement, j'aurais fait du clustering, j'aurais séparé les gens entre hommes et femmes, ou j'aurais fait de la classification selon les éléments que j'ai à ma disposition. L'IA, vous allez en trouver dans énormément de situations. Une des plus connues, et une des plus avancées, pour le grand public en tout cas, c'est les véhicules automatiques, les véhicules autonomes, pardon. Donc avec cette idée qu'on va essayer de recréer un processus de conduite d'une manière automatique, et donc d'analyser l'environnement, de comprendre son environnement, d'analyser le passage des passants, enfin de se repérer et de se guider dans un environnement urbain humain. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes à la fois au niveau de recherche, à la fois au niveau de la recherche, mais aussi au niveau du contenu pour le public. Et c'est des choses sur lesquelles Clermont travaille, par exemple, avec à l'hôpital, par exemple, vous avez cette petite voiture qui se balade sur le parking et qui vous permet d'aller du parking à l'entrée de l'hôpital, qui est un véhicule automatisé. Donc si vous voulez faire un tour de véhicule automatique, vous allez juste aller à l'hôpital. Enfin, pour faire le tour de véhicule. Je ne vous souhaite pas d'aller à l'hôpital pour autre chose. Ensuite,
cette idée de la représentation de l'intelligence artificielle, en fait, elle a beaucoup évolué au cours du temps et avec des challenges en fait que la science s'est mise. Et donc, un des premiers, c'était de battre un joueur d'échecs avec un algorithme, qu'un agent artificiel puisse battre un joueur d'échecs, parce que c'était censé être représenter en fait la tâche qui caractérise le mieux l'intelligence humaine, en fait, en se disant, moi, si on arrive à battre quelqu'un aux échecs, ça veut dire qu'on se rapproche de recréer l'intelligence humaine. Non, mais dans tous les cas, en fait, c'est un challenge qui a été relevé en 1997 en battant Kasparov, en fait, avec l'algorithme et le supercalculateur Deep Blue. Donc, c'était pas donc battre les échecs et puis un humain aux échecs, et après, ben voilà, on a eu un gros vide à ce moment-là, parce qu'on s'est dit, voilà, on a réussi à faire ça, mais en fait, qu'est-ce que ça nous apporte? Et en fait, on était limité, en fait. Et donc, on s'est lancé d'autres challenges. Donc, il y a plusieurs challenges, en fait, qui se sont lancés, dont un que vous avez sûrement vu passer, qui était celui du Go, du jeu de Go, donc, qui est beaucoup plus complexe. Donc, on ne va pas faire un cours du jeu de Go aujourd'hui, mais qui était beaucoup plus complexe que les échecs, parce que le nombre de possibilités de coups et la possibilité de choix de l'adversaire au cours du temps, en fait, est exponentielle, enfin quasi exponentielle. Et du coup, en fait, c'est extrêmement compliqué d'arriver à recréer un joueur de Go. C'était extrêmement compliqué de recréer un joueur de Go, mais en 2015, ça a été fait, et Lee Sedol a été battu au jeu de Go et notamment, en fait, dans cette partie, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé, c'est que l'algorithme avait appris sur des parties d'anciens joueurs, donc des anciennes parties qui avaient déjà été joué, donc il en a vu des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il a appris à jouer au Go comme ça. Et le jour, en fait, où il a battu Lee Sedol, il a créé sa façon de jouer. Si on peut appeler ça, la question c'est est-ce que c'est créé ou pas, mais en fait il a réussi à créer, à faire un coup qui n'était pas prévu, en fait, qui n'avait jamais été joué en tant que tel, comme ça, de cette manière. Et ça avait assez surpris les commentateurs, qui n'avaient pas compris du tout pourquoi l'algorithme faisait ça. Et en fait, c'est ce qui lui a fait gagner la partie, enfin une des parties qu'il a joué contre Lee Sedol. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est pas simplement d'avoir battu quelqu'un au jeu de Go, qui d'ailleurs aujourd'hui a arrêté, en fait, le jeu de Go, parce qu'il a dit, bah, maintenant ça sert plus à rien, j'arriverai jamais à battre la machine, donc ça sert à rien que je continue le jeu de Go. Bon. Mais dans l'idée, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir, en fait, l'optimisation qu'on a pu faire, en fait, de cet algorithme. Et ça montre bien, en fait, la manière dont on fait évoluer l'intelligence artificielle, enfin ces algorithmes-là, sur des tâches spécifiques, donc comme le jeu de Go. Et là, en fait, vous voyez la consommation d'énergie, en fait, de la première itération de AlphaGo. Donc, qui est tout à gauche, et vous voyez, en fait, la version alpha 0 à droite. Donc il y a une optimisation extrême, en fait, qu'on a réussi à faire de la consommation d'énergie, mais c'est pas simplement le fait de cette optimisation extrême de l'énergie qui est intéressante, c'est aussi de voir que rien qu'avec cet algorithme-là, on a réussi à créer quelque chose d'encore plus performant, parce que quand on a essayé de comparer les deux algorithmes, donc celui qui consomme beaucoup à celui qui ne consomme quasi enfin qui consomme en tout cas moins, l'affrontement entre les deux algorithmes a été sans appel, c'est-à-dire que la version la nouvelle itération qui avait été améliorée a battu 100-0, en fait, l'ancienne version. Donc la version qui avait réussi à battre Lee Sedol aujourd'hui a été battue, enfin aujourd'hui, il y a quelques temps, a été battue 100-0 par une nouvelle itération. Donc en effet, Lee Sedol n'a plus aucune chance de devenir champion du monde de jeu de Go, à part si c'est dans un tournoi purement humain. Donc, ce que ça nous montre ici, c'est qu'il y a cette espèce d'idée qu'on a une opposition entre la machine et l'humain, ce que peut produire la machine et ce que peut produire l'humain. Comme je vous l'ai montré là, pour l'instant, ce qu'on arrive à faire, c'est des machines hyper spécifiques, qui arrivent à faire quelque chose de très spécifique, dans une tâche où il y a beaucoup de données à gérer. Parce que notre cerveau humain, il est très limité à ce niveau-là. On peut emmagasiner beaucoup de données, mais en traiter beaucoup à la fois, ça, c'est vraiment pas notre fort.
Donc on a une limite dans le cerveau. En tant que psychologue cognitif, je peux vous assurer qu'on a une belle limite. Mais ça, c'est des choses en fait qui posent problème à certaines personnes ou qui en tout cas ne sont pas une fatalité pour certaines personnes. Et Elon Musk, par exemple, avec son entreprise Neuralink, vise à utiliser l'intelligence artificielle, les algorithmes en fait, pour les implanter pour créer des objets qui vont augmenter nos performances. Et donc c'est dans cette course à qui sera plus performant entre l'intelligence artificielle et l'humain que se place en fait cette volonté, c'est-à-dire d'optimiser l'humain d'une manière science-fiction, comme si on était des cyborgs en fait, en allant implanter directement intracrânien des puces dans le cerveau pour augmenter en fait, nos capacités. Donc c'est des choses en fait que on peut faire de manière temporaire, en fait, modifier les capacités du cerveau humain avec des aimants, etc., etc. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme envisageable à long terme. Donc c'est toute une problématique de la comparaison entre l'humain et l'algorithme. Et je pense que c'est un truc assez intéressant à se poser comme question. Est-ce que ça vaut le coup de se poser notre rapport à la machine dans ces termes-là? Est-ce qu'on est forcément en comparaison avec, ou est-ce que c'est simplement en fait une coévolution de la technologie avec l'humain qui change nos habitus et qui change nos comportements, qui change nos principes de fonctionnement. Simplement pour faire un tour rapide, je vous montre là en 2018 en fait là où était centré toute la recherche, tout le développement économique sur l'intelligence artificielle. Donc vous avez en fait la catégorie des pays et on voit qu'il y a une écrasante majorité des startups qui sont aux États-Unis, puis en Chine, puis etc. Il y a un excellent bouquin en fait de Kei Fu Lee qui s'intéresse à cette comparaison et à là où se développe l'intelligence artificielle et pourquoi ça se développe à tel endroit et pas à tel autre, etc. Donc je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de lire parce que c'est vraiment intéressant, pas seulement au niveau de l'intelligence artificielle, mais même au niveau de la culture, en fait, de comprendre pourquoi la Chine en fait est en train de phagocyter la recherche aux États-Unis, comment ça se passe en fait l'échange entre les deux, etc. C'est vraiment vraiment très intéressant. Donc, on va essayer d'aller un peu plus dans l'aspect social de l'aspect humain en fait de ces technologies et comment en fait se construisent en fait ces algorithmes, majoritairement avec des données. Et il y a une phrase qui m'avait amusé en fait, justement dans le livre de Kei Fu Lee, qui le reprenait de quelqu'un d'ailleurs, qui disait qu'il vaut mieux avoir beaucoup de données et un mauvais ingénieur que très peu de données et un très très bon ingénieur. Et donc il expliquait que c'est pour ça qu'en fait on avait ce développement de l'intelligence artificielle aux États-Unis et en Chine, parce que c'était là où on avait tout ce qui était les plus gros data centers et du coup qui permettait en fait de créer de l'algorithme plus facilement. Donc Google, Amazon, Facebook, Alibaba, Tencent, Xiaomi en Chine. Donc la big data, c'est de la donnée. Donc de la donnée, c'est à peu près tout ce qu'on peut produire et qui est numérisable en tant que tel. C'est par exemple quand vous allez sur Internet et que vous vous baladez sur des sites, en fait, il y a un historique, ça c'est de la donnée. Quand vous écrivez un texte sur une messagerie, ça c'est de la donnée qui peut être utilisée. Donc tout ce qu'on peut, là on va se dire que tout ce qu'on peut numériser, en fait, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour améliorer des algorithmes. Si je vous filme ici et que je filme votre visage et que je regarde vos émotions, etc., ça c'est de la donnée que je peux utiliser après pour créer un quelconque algorithme de prévision d'émotions quand je parle par exemple. Donc c'est évidemment un enjeu stratégique puisque l'intelligence artificielle, comme je vous ai dit, elle permet de faire quoi? D'être extrêmement optimisée dans des tâches spécifiques. Donc des tâches spécifiques, ça va... tout à l'heure, les deux autres intervenants vont vous parler de tâches qui sont vraiment... typique en fait de l'intelligence artificielle, mais comme je vous ai dit, en fait, le développement des voitures autonomes, ça peut être la santé, ça peut être
les prévisions météo, ça peut être les prévisions économiques. En fait, un des endroits où vous allez avoir le plus d'algorithmes, c'est dans le secteur bancaire, avec le trading à haute fréquence, etc. Et on voit que on a un espèce de boom qui s'est produit à partir de 2012. Donc là, ici, c'est le nombre de publications en fait sur la thématique du deep learning. Donc un type de système d'apprentissage. Et en fait, jusqu'avant 2012, en fait, on n'avait pas cette représentation des réseaux de neurones, cette grosse partie cette technique qui fait partie du machine learning. Et en 2012, il s'est passé une chose, c'est qu'une intelligence artificielle de Google, en utilisant ce type d'apprentissage, a réussi à découvrir tout seul le concept de chat. Donc on lui a montré des images et tout ça, elle a réussi à reconnaître des chats par elle-même sans qu'on lui dise rien. Et en 2013, vous avez eu un réseau de neurones en fait, qui a gagné une des plus prestigieuses compétitions de reconnaissance d'images, donc un des challenges de l'intelligence artificielle sur lesquels on bosse le plus. À partir de là, en fait, ça a été l'explosion. Donc c'est pour ça qu'on a entendu parler des réseaux de neurones partout. Mais il faut savoir que les réseaux de neurones, c'est une partie des techniques qui composent ce qu'on appelle grossièrement l'intelligence artificielle et qui composent une partie de ce qu'on appelle plus généralement le machine learning. Du coup, tac. Hop. Donc, on va essayer de rentrer maintenant dans le concret de qu'est-ce qui peut toucher vos vies pour finir cette présentation. Et comme je vous ai dit, en fait, on se base sur des techniques algorithmiques qui vont permettre de faire de la prédiction avec des analyses statistiques. Donc, les mots à bien comprendre ici, à bien retenir, c'est le mot prédiction. Ensuite, ce que je vous ai dit dans cette présentation, c'est que pour faire marcher ces algorithmes, on a besoin de données. Et notamment, plus on a de données, mieux c'est. Donc, on a cette idée de big data. Et finalement, en fait, l'idée, c'est d'intégrer ça dans notre environnement humain. Et quand tout à l'heure, je vous disais que l'idée des véhicules autonomes, par exemple, c'était de prédire leur environnement immédiat dans un contexte, donc une rue classique ou dans un environnement humain social. Ça aussi, c'est intéressant à se considérer parce que l'idée, c'est d'arriver à prédire les comportements de ce que produisent les humains. Et ça, quand on va aller chercher un peu plus loin, on peut rassembler ces idées-là en disant, OK, donc l'idée des algorithmes, ça va être quoi dans un environnement social? Ça va être de prédire de plus en plus de dimensions de la réalité humaine et prédire de plus en plus de comportements humains, c'est-à-dire comment vous allez vous comporter dans telle ou telle situation. Donc, il y a une utilisation qui a été faite, par exemple, en politique. Quand on a, lors de l'élection d'Obama et lors de l'élection de Trump, et à moindre mesure, chez nous aussi, c'est quelque chose qui est fait. Mais c'est, par exemple, du micro-targeting. Je vais aller voir, en fait, ce que vous faites. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, ce que vous produisez, tous vos comportements, c'est de la donnée. Et moi, si j'ai envie de prédire ce que vous allez faire et si j'ai envie d'influencer vos décisions ou de vous cibler spécifiquement pour telle ou telle campagne de pub ou telle idéologie, ce que je vais faire, c'est essayer de voir votre historique et de prédire, toi tu es une bonne cible, toi tu n'es pas une bonne cible. Et c'est exactement cette idée-là. Par exemple, si je veux faire une campagne pour les armes à feu, je vais plus aller voir les gens qui sont républicains que les gens qui sont démocrates, parce que je sais que les démocrates, en fait, c'est moins rentable que j'aille dépenser de l'argent pour essayer de leur dire « Allez, faut que tu viennes avec moi voter, protéger le droit du port d'armes à feu », parce que je suis sûr que j'aurai moins de rentabilité à faire ça avec la personne républicaine et la personne démocrate qu'une personne républicaine. Et du coup, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le micro-targeting. Et vous en faites l'expérience en permanence. C'est-à-dire, quand vous allez sur Instagram, Facebook, Snapchat, enfin, tout ce qui est réseau social, vous avez des pubs et ces pubs, elles sont ciblées par rapport à vous. Elles sont ciblées par rapport à vous. Comment? Parce que vous avez produit de la donnée qui permet de savoir mieux comment vous vous comportez et qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Donc, ça a des effets positifs, mais ça a des effets négatifs. Là, je ne fais pas une leçon de morale ou quoi que ce soit. C'est simplement des questions en termes de citoyenneté.
on va aller un tout petit peu plus loin encore. Donc, on aurait pu développer beaucoup plus, mais je vais aller un tout petit peu plus loin en vous parlant du Social Credit System, qui est l'optimisation du comportement humain stéréotypique qu'on peut imaginer avec de l'intelligence artificielle, mais qui montre en fait jusqu'où on pourrait pousser. Donc en Chine, vous avez ce qu'on appelle le Social Credit System, qui est un système de crédit qui vous donne une note de citoyen. Donc cette note de citoyen, elle varie entre certains taux. Et l'idée, c'est que tout ce que vous allez faire et tout ce que je vais pouvoir numériser sur vous, en fait, ça va me permettre de vous donner une note. Et cette note, je vais l'utiliser pour vous permettre de faire plus ou moins de choses. Par exemple, si vous avez payé vos impôts, vous allez avoir des points en plus. Si vous avez participé à des activités associatives pour la communauté, etc., je vais vous donner des points en plus. Par contre, si vous traversez au feu rouge alors que c'est le feu vert, et ben là, vous allez avoir des points en moins. Si vous faites un truc qui est donc illégal ou non normatif dans la société chinoise, vous allez avoir en fait des points en moins. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est pas simplement avoir cette note bon, déjà, avoir une note, c'est vous dire vous êtes un bon citoyen, pas bon citoyen, c'est quelque chose. Mais au-delà de ça, en fait, vous allez avoir un changement dans vos comportements. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise note, vous n'allez pas, par exemple, plus avoir le droit de voyager à l'étranger. Donc il y a déjà des Chinois qui ont été bloqués en fait pour voyager à l'étranger parce qu'ils avaient une mauvaise note de citoyen. Vous ne pouvez pas avoir accès aux hôtels de luxe ou vous ne pouvez pas mettre vos enfants dans telle ou telle école. Donc il y a des tonnes de limitations à ce niveau-là. Donc à rentrer dans le détail est vraiment très intéressant, mais évidemment on n'a pas le temps là. Mais l'idée en fait c'est de formater le citoyen et d'être sûr d'avoir un contrôle du citoyen optimal. C'est-à-dire que là, tout ce que vous faites est normé. Et si vous sortez de la norme, forcément, vous êtes puni d'une certaine manière. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, quand on est psychologue social et cognitiviste, c'est de voir que si vous commencez à avoir une mauvaise note, les gens qui ont des meilleures notes que vous vont commencer à se détacher de vous. Et en fait, de cette manière-là, ce qu'on arrive à faire avec ce système-là, c'est de créer de l'ostracisme social. C'est-à-dire que si vous commencez si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose sur lequel vous devriez être d'accord selon la norme, selon le parti communiste chinois ou selon une quelconque idéologie ou idée, vous allez forcément vous trouver ostracisé, donc mis au banc de la société. Et donc forcément, vous n'allez plus influencer, vous allez être, ça va être une forme de sélection en fait, qui va s'établir automatiquement. Et donc c'est un nouveau paradigme social, ça, de se dire que finalement, vos décisions, elles sont jugées par une intelligence artificielle qui vous donne plus ou moins de citoyenneté et de liberté citoyenne. Donc ça, forcément, on se dit c'est en Chine, etc., etc. Mais en fait, quand on y réfléchit, en fait, ce système de notation et d'ostracisation, on peut le retrouver sur des plateformes genre TripAdvisor, Uber, etc. C'est des choses qu'on trouve assez facilement. Par exemple, imaginez, vous ouvrez un restaurant et les 2 premiers clients qui viennent chez vous, en fait, sont des clients qui sont super relous. Par exemple, vous pouvez faire une très bonne bouffe, etc. Mais les 2 premiers clients qui viennent chez vous sont super relous. Ils vont sur le truc sur TripAdvisor ou sur Google et ils vous mettent un 1 sur 5. Et vous vous retrouvez au fond du classement et vous pouvez être sûr que votre chiffre d'affaires va jamais décoller parce qu'en fait vous sortirez jamais sur ces applis-là et ça représente à peu près 60% de l'affluence dans les restaurants sont définis, au moins 60% de l'affluence dans les restaurants sont définis par le classement qui est dans ces sites-là. Donc ce système de notation est une forme d'ostracisme en fait que l'on crée en tant que citoyen. Donc c'est pas un truc gouvernemental, mais en tant que citoyen, on a déjà ce processus-là de notation, etc. Et de représentation, avec les réseaux sociaux, etc. Mais encore une fois, est-ce que c'est positif, négatif ? C'est extrêmement compliqué à dire. En fait, c'est des choses à réfléchir en tant que citoyen. Et du coup, moi, je ne peux pas vous donner la réponse. Mais pour conclure, je vais simplement dire que tout ce que je vous ai amorcé ici, donc j'ai essayé de faire une vue générale de l'intelligence artificielle, donc en vous expliquant un peu comment ça marchait, en vous expliquant un peu comment étaient les effets et quels étaient les intérêts en fait, qu'il y avait derrière. Et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est simplement que
À l'heure actuelle, ce qu'on utilise en intelligence artificielle, c'est déjà dans des domaines très spécifiques. C'est pour traiter un grand nombre de données parce que le cerveau humain ne peut pas le faire. Et que son but, c'est de donner accès à de nouvelles réalités de la vie humaine, de nouvelles dimensions de la réalité humaine. Que l'utilisation de cette technologie a forcément une incidence au niveau social. Et que si on ne considère pas cette incidence au niveau social, il n'y a aucune chance en fait qu'on puisse envisager qu'il y aura une utilisation plus positive, enfin positive en tout cas, de ces technologies. Il faut toujours en fait, à mon sens, se poser la question de ok, mais dans la société comment ça va s'insérer, quels vont être les impacts, et c'est de cette manière que vous créez en fait de la technologie positive pour une société plus positive aussi. Voilà pour ça, et forcément si on commence à pouvoir vous cibler, à pouvoir avoir un impact indirect ou direct sur vos comportements, eh ben, on aura forcément quelques problèmes au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Merci à tous. Merci beaucoup Nicolas. Donc maintenant ça va être le moment de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander un micro, une de mes collègues vous l'apportera. Et n'oubliez pas aussi, si vous avez des questions que vous n'osez pas les poser, il y a le WooClap avec le code Confi-IA. Merci. Donc avant que quelqu'un du public se lance, moi j'en ai une pour vous, Nicolas. Du coup, on parle de l'intelligence artificielle qui est créée par l'homme. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, justement, l'homme soit dans une situation, dans un tourbillon infernal et soit pris par toute cette technologie, toute cette intelligence artificielle et qu'il soit dominé justement par celle-ci? Dominé, je ne pense pas, puisque dans tous les cas, déjà en fait, qu'il oriente les comportements. En fait, c'est l'utilisation que l'humain va en faire, parce que ça reste une technologie, c'est-à-dire qu'elle va pas se donner des objectifs humains par elle-même. Donc, si on lui dit par exemple, toi, intelligence artificielle, ton but c'est de créer une autre intelligence artificielle, enfin qu'un algorithme crée un autre algorithme, ça c'est déjà le cas. Enfin, ça se fait déjà. Donc, c'est pas cet aspect reproduction. Il existe déjà, mais il est extrêmement limité. Donc, et comme j'ai dit, c'est encore dans des secteurs extrêmement limités. Et ensuite, c'est l'utilisation que l'humain en fait qui peut être dangereux plus que la technologie en soi. Et donc, arriver à des choses qui nous dépasseraient complètement, etc., ça voudrait dire qu'on a résolu le problème de la spécificité des intelligences artificielles, enfin des algorithmes, dans le sens où notre cerveau, nous, arrive à faire un nombre de connexions entre différents types de perceptions, différents types de construits, qu'un algorithme n'est pas du tout prêt à faire. Il y a Yann Lequin qui a je cherche en français, le chercheur principal sur l'intelligence artificielle à Facebook, qui a toujours cette phrase en fait qui dit non mais aujourd'hui une intelligence artificielle n'est pas plus intelligente qu'un rat, et vraiment pas plus intelligente qu'un rat. Donc je pense qu'il faut considérer ça et se poser la question de qu'est-ce que l'humain fait, plutôt que la peur de la technologie en fait, en sens purement technologique du terme. Parce qu'au final, c'est qu'une question physique, parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure, et l'intelligence artificielle est capable de donner de stocker une quantité de données phénoménale, des milliards de fois plus importante que l'être humain. Du coup, c'est un peu, contradictoire. Du coup, dire que l'intelligence artificielle est aussi insignifiante qu'un rat. Ouais, mais en fait, le rat, ce qu'il arrive à faire, c'est à s'adapter à plusieurs contextes. Alors que si vous mettez de l'intelligence artificielle, par exemple, qui sait, je sais pas, gérer des données médicales, et que vous lui dites, maintenant tu vas tu vas te débrouiller dans un labyrinthe, elle le fera pas. Parce qu'en fait, elle est spécifiée pour un truc. Et du coup, en fait, pour l'instant, on a des intelligences spécifiées. Donc, soit on se dit, on va créer une intelligence artificielle qui n'est plus spécifiée, mais à ce compte-là, il faut qu'on l'entraîne sur chaque tâche qu'elle peut rencontrer dans son environnement. Et juste baladez-vous dans la rue et essayez d'imaginer le nombre d'informations qui sont traitées, qui sont isolées, qui sont ramenées en avant, ramenées en arrière en fait, dans votre cerveau, juste parce que vous percevez votre environnement. Rien que le fait de marcher dans la rue, en fait, c'est un exploit, cognitif énorme, quoi.
Donc, quand on regarde la complexité que c'est déjà d'arriver à avoir des véhicules autonomes, à se dire qu'on va arriver à avoir, et pour des trucs qui nous paraissent tout simples à nous, qui sont des automatismes, en fait, arriver à se dire qu'on va arriver à construire des intelligences artificielles qui ont des processus de raisonnement aussi complexes que celui de l'homme et pouvant les dépasser d'une manière globale, ça reste encore extrêmement science-fiction, quoi. Merci. Des questions dans le public, Ouais, du coup. je vois une... Tout d'abord, bonsoir. J'ai du mal à accepter quand vous dites l'IA donne accès à une nouvelle réalité humaine, dans le sens où cette réalité, on l'a déjà testée et exploitée il y a peut-être plus de 100 ans, lorsque la mécanisation est arrivée dans le monde industriel. Et à cette époque, on avait déjà fait l'erreur de croire que l'homme pouvait, au niveau de l'interface avec la machine, pouvait se sentir humain au contact de la machine. On peut le voir notamment à travers le film de Charlie Chaplin des temps modernes, où Charlie Chaplin, au bout des 15 premières minutes, il refuse totalement la mécanisation, et à la fin du film, il finit carrément par péter un câble et faire sauter toute l'usine, parce que ça lui prend tellement, c'est tellement déshumanisant cette condition-là, qu'il finit par péter un plomb. Et donc la question qui se pose, c'est au niveau moral, on développe énormément les technologies, on a changé de moyens mécaniques depuis 100 ans, mais au niveau moral, on n'a absolument pas évolué, puisque finalement, on est en train de reproduire exactement la même erreur qu'à l'époque. Donc, quand je disais que ça permet d'accéder à plus de réalité, plus de dimensions de la réalité humaine, je ne voulais pas dire que c'était plus ou moins déshumanisant. C'est juste que ça permet d'avoir des renseignements sur notre environnement qu'on ne pouvait pas avoir avant. Je vais donner un exemple tout simple. C'est par exemple, il y a un algorithme en fait qui détecte les micro-expressions faciales et qui permet de prédire des pathologies psychiatriques. Et en fait, donc il me semble que c'est pour la dépression, j'ai plus en tête exactement, mais qui a réussi à découvrir en fait des changements de l'ordre de 4% dans l'expression de certaines émotions, micro-expressions faciales, qui permet de prédire avec une certaine fiabilité en fait, les risques de rechute en dépression. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que nous, en tant qu'humains, on ne peut pas avoir accès à cet aspect de la réalité. Mais quand je parlais de réalité, c'est-à-dire, c'est finalement arriver à traiter des informations qu'on n'arrivait pas à traiter avant. Pour l'aspect moral, ça c'est une toute autre question et je vous rejoins tout à fait là-dessus, c'est-à-dire, encore une fois, c'est bien beau d'avoir des super technologies et tout ça, même imaginons qu'on arrive à développer un algorithme qui serait super efficient dans une tâche qu'on va décider. Donc d'un côté, je pourrais dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Ce que j'ai envie de faire, c'est l'objectif que je vais te donner à toi, technologie, ça va être de me faire gagner beaucoup d'argent. Donc ce que je vais faire, c'est te mettre sur un marché financier, tu vas être super performante et je vais gagner beaucoup d'argent. Ok. Un autre pourrait dire, moi ce que j'ai envie que tu fasses, c'est résoudre la crise écologique. Donc ce que tu vas faire en fait, c'est gérer en fait toutes les données en écologie. Tu vas nous faire des recommandations sur ce qu'on devrait faire. Un autre pourrait dire, moi ce que j'ai envie de faire avec toi, algorithme qui me permet de faire ce que je veux, c'est je sais pas. Gagner une guerre facilement. Donc tu vas me dire comment est-ce que je peux attaquer un pays sans que j'ai rien à faire en fait. Et du coup que tu prennes des décisions comme ça, etc. Évidemment c'est de la science-fiction ce que je suis en train de dire là, mais c'est pour exemplifier l'idée qu'avec une même technologie en fait on peut se retrouver avec énormément de résultats différents. L'idée c'est encore une fois c'est qu'est-ce que l'humain fait avec et dans quel contexte c'est développé. Et on a peut-être ce déficit là, c'est toujours de se dire de créer de la technologie sans penser au contexte dans lequel on l'intègre. Et ça, c'est forcément problématique. Et ça finit exactement en fait comme Charlie Chaplin. En fait, c'est juste on pousse à un contexte. Si on est dans un contexte déshumanisant, la seule chose qu'on va faire, c'est pousser ce contexte déshumanisant à son paroxysme. Et du coup, en fait, forcément, les gens vont lâcher derrière, quoi.
Donc il y a cette question morale, c'est même une question éthique en fait, mais c'est aussi une question épistémologique, c'est qu'est-ce qu'on fait de la technologie derrière. Merci pour cette réponse. Une dernière question peut-être avant qu'on continue la conférence. C'est bon. Merci beaucoup en tout cas Nicolas pour la qualité de vos réponses. On continue avec Monsieur Lacombe. Je vous invite à prendre. Je vous laisse venir sur scène. Donc j'ai une nouvelle question pour vous, pareil à l'applaudimètre. Donc qui parmi vous dans la salle utilise ou possède une montre connectée ? D'accord, donc il y a quand même pas mal de personnes qu'on utilise, même si c'est une minorité. Et selon vous, est-ce que l'intelligence artificielle peut évaluer les émotions ? Donc oui, si oui, applaudissez. Ok. Donc voilà, on va avoir la réponse dans la suite de la conférence. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je m'appelle Philippe Lacombe, je suis enseignant-chercheur à l'ISIMA, l'école d'ingénieurs qui se trouve sur les CESO. Et dans le cadre de mon travail, j'ai remettre les slides. Donc, en fait, aujourd'hui, on est dans un contexte un petit peu particulier au niveau de la santé. On est quand même dans un contexte où il y a une pénurie de cadres de santé, particulièrement marquée dans les milieux ruraux, mais qui commence à toucher des agglomérations de moyenne importance. Et au début, cette pénurie touchait plutôt des spécialistes. On a tous eu des difficultés pour avoir des rendez-vous chez les ophtalmos. Mais on commence à avoir des difficultés aujourd'hui pour avoir des rendez-vous même chez les médecins généralistes. Et cette pénurie de médecins, elle nous amène à nous poser la question de comment les individus que nous sommes, les patients, de temps en temps, quand on va consulter, ils peuvent être des acteurs de leur propre santé, ce qui permettrait deux choses. Premièrement, d'agir avant l'apparition de pathologies, mais aussi de faire remonter aux médecins des informations qui sont beaucoup plus fiables sur ce qui se passe à un endroit où les cadres de santé ils ont beaucoup de difficultés à aller, c'est-à-dire à domicile, chez nous. Et aujourd'hui, on est dans une situation où lorsqu'on va consulter son médecin, on retranscrit au médecin des douleurs, des pathologies, mais le médecin, il n'a que des informations qui sont un ressenti de ce qu'on lui dit, de ce qu'on ressent, et il a beaucoup de difficultés. Il peut avoir en tout cas des difficultés pour évaluer ça de manière objective. Donc traduction, on va dire au médecin qu'on n'a pas dormi de la nuit, ça c'est le ressenti, alors que souvent le patient, il a eu une nuit partielle avec des insomnies, il s'est réveillé, mais il aura beaucoup de difficultés à évaluer cet état-là. Et on est plutôt dans cette situation-là aujourd'hui. Alors, vraiment... Alors, avec les objets connectés, on va revenir au bon slide. Alors, avec les objets connectés, aujourd'hui, on a moyen, enfin les individus, ils ont moyen de faire remonter des informations. Et on assiste aujourd'hui à une multiplication de ces applications autour de la santé. Donc, si on va sur le Google Store, par exemple, on trouve des centaines et des centaines d'applications. Alors, est-ce que ce sont toutes des applications santé au sens strict du terme? Non, c'est des applications qui tournent autour de ce domaine-là. Est-ce que ce sont toutes des applications, entre guillemets, intelligentes? Non, pas toutes. Alors, l'exemple qu'on peut donner, c'est si vous avez sur votre smartphone des applications pour évaluer le nombre de kilomètres, le nombre de pas que vous faites dans la journée, on n'est pas typiquement sur une application, entre guillemets, intelligente. Parce que c'est vous qui allez dire je suis parti faire mon jogging, donc vous allez appuyer sur un bouton, vous avez
donner une information à l'application et c'est vous qui allez au retour dire mon jogging est terminé ou j'ai fini ma course à pied ou je ne sais quoi. Donc là, on est plutôt dans une évaluation d'une activité, mais c'est vous qui avez donné à cette application l'information du moment où vous êtes parti, du moment où vous êtes revenu. Ce n'est pas l'application qui, comme par magie, a détecté votre activité et en a déduit que vous étiez en train de faire votre jogging, que vous étiez assis ou que vous livriez à une activité particulière. Donc on n'est pas stricto sensu dans une application intelligente, on est dans une application qui va vous aider à spécifier ce que vous êtes en train de faire. Et qui peut déjà en tant que tel poser aux juristes que vous êtes plein de questions de où vont ces informations qui sont collectées, de l'objet connecté, où elles sont, sur quel serveur elles sont traitées, comment elles vous reviennent et comment je peux faire le suivi de ces données et m'assurer de la propriété de ces données. Alors, les chercheurs se préoccupent de ces objets connectés en médecine depuis un temps qui est relativement bref. Si on remonte par exemple 10 ans en arrière, on retrouve très peu de publications en médecine où on se pose des questions sur qu'est-ce que ces objets peuvent apporter aux patients dans leurs conditions habituelles de vie, c'est-à-dire là où le médecin ne peut pas aller. Et le nombre d'articles en recherche a explosé à partir des années à peu près 2009-2010 et ça correspond vraiment au grand public en tout cas, au taux d'occupation, par exemple pratiquement 100% des téléphones. Aujourd'hui, dans la salle, vous êtes quasiment 100% à avoir un téléphone portable et peut-être 15 à 20% à avoir une montre connectée reliée à votre téléphone. Voilà. Et le coût de ces abonnements est devenu tellement peu onéreux, et un téléphone portable, c'est 80 €, que pour les médecins, en tout cas, pour les chercheurs, il devient intéressant de se poser la question en quoi ces outils grand public que vous avez finalement peuvent être des vecteurs intéressant pour comprendre ce qui se passe à domicile. Alors, à domicile, ce qui est intéressant, et ce dont je vais vous parler ici, c'est de comprendre les comportements aujourd'hui des individus à domicile. Parce que du point de vue de la santé, on se retrouve dans une situation où l'espérance de vie augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé n'augmente plus. Donc, traduction. Alors je vais vous couper un peu le moral, mais quand on part à la retraite, souvent, c'est à ce moment-là qu'on tombe malade. Donc on part à la retraite vers 64 ans, et l'âge d'apparition des maladies chroniques, c'est autour de 64 ans. Donc c'est à 64 ans, à peu près, ou 63, qu'on va développer du diabète, du cholestérol, en fait des maladies invalidantes qui vont nuire à la qualité de vie des individus, et qui vont en plus générer pour la société des coûts extrêmement élevés. Parce que lorsqu'on a du diabète ou du cholestérol aujourd'hui, on va être traité jusqu'à sa mort pour la pathologie parce qu'on ne guérit pas de ces maladies-là. Donc on est dans un contexte où ce que les médecins savent aujourd'hui, c'est que l'apparition de ces maladies chroniques, invalidantes, qui coûtent cher et qui nuisent à l'état de vie des gens, on suppose que c'est lié essentiellement à ce qui se passe en conditions habituelles de vie, c'est-à-dire au temps, à ce que vous faites lorsque vous êtes au travail, dans la vie normale de tous les jours. Et ce que les médecins soupçonnent, ce qu'on a en tout cas les hypothèses qu'on a testées avec les chercheurs de l'INRA, c'est que ça, c'est lié à 3 phénomènes qui dépendent les uns des autres. L'activité physique, c'est-à-dire comment vous vous déplacez, si vous marchez ou pas. Je ne parle pas d'activité sportive, je parle d'activité physique, le temps que vous passez debout, assis. Donc là, vous êtes assis, c'est moins bien que moi qui suis debout. Voilà. À vos choix alimentaires. Voilà ce que vous faites chez vous le soir. Donc si vous passez 3 quarts d'heure devant la télé à manger des chips, je vous le dis tout de suite, c'est pas très bien. Voilà. Et c'est relié aussi à d'autres phénomènes, c'est à votre ressenti, à vos émotions, à ce que vous ressentez. Donc ça c'est connu, les médecins savent très bien que ceux qui sont déprimés, ceux qui sont atteints de dépression, ils ont des moments où ils ont envie de manger beaucoup plus que de raison et ils ont beaucoup de difficultés à avoir une activité physique normale, donc ils sont plutôt avachis dans le canapé chez eux et ils ne sont pas dans une situation où ils ont envie d'être actifs. Alors pour appréhender ces différentes choses, on voit bien qu'on aura beaucoup de difficultés en informatique à appréhender ces comportements par une informatique classique. Alors pour s'en convaincre, il suffit de regarder par exemple ce qu'un téléphone portable permet de capter de l'activité physique de quelqu'un. Donc vous avez tous un téléphone à la ceinture, ils ont tous un accéléromètre. Aujourd'hui, on peut capter les mouvements de votre téléphone. On sait les capter et on sait les analyser.
Alors, on sait les analyser pour leur faire dire des choses intéressantes. Par exemple, on peut, avec un téléphone portable, très facilement, savoir tout de suite que vous êtes assis, que vous avez une activité physique relativement faible. Intellectuelle très élevée, j'espère, mais physique relativement faible. Et si on regarde ici sur le schéma, qu'est-ce que c'est que l'activité d'un téléphone? Vous voyez qu'il y a des périodes d'agitation, où on est en train de marcher. Il y a des périodes où on est assis, où on est quasiment immobile. Et puis, si on court, on a une activité qui est supérieure. Et on se rend bien compte que détecter que quelqu'un marche, c'est facile si la personne marche pendant plusieurs centaines de mètres dans la rue. Parce que celui qui marche, il a un mouvement de balancier qu'il est assez facile d'identifier par des algorithmes, entre guillemets, classiques. Par contre, identifier que quelqu'un marche chez vous le soir, à domicile, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, pourquoi? Parce que chez vous, le soir, à domicile, probablement, vous avez des activités extrêmement fractionnées. Vous êtes dans votre canapé, vous allez vous lever pour attraper un verre d'eau, donc vous allez marcher sur 2-3 mètres. Vous allez vous rasseoir, vous allez vous pencher en avant, attraper la télécommande de la télé. Vous avez une activité qui a duré 1 ou 2 secondes. Et le soir, probablement chez vous, vous ne poussez pas les meubles au milieu de votre salle à manger pour marcher pendant 45 minutes en rasant les murs. Vous ne faites pas ça. Et ceux qui font ça, ils ne sont pas là ce soir, ils sont pris en charge par des unités spécialisées, mais ce n'est pas l'activité normale de quelqu'un le soir à domicile. D'accord ? Tout ça pour dire que l'activité normale de quelqu'un, c'est une activité fractionnée, de courte durée, qu'on ne peut pas étudier par des algorithmes classiques. Et là, on va faire intervenir des algorithmes d'intelligence artificielle pour comprendre comment se compose le mouvement de quelqu'un, et finalement arriver à en déduire que, eh bien, le soir, en moyenne, on a fait une 40aine de pas, mais ce sont des activités de très très courte durée. Et l'enjeu, il est là, aujourd'hui, avec les algorithmes d'IA. Si on se pose la question, par exemple, sur le comportement alimentaire des gens, on se retrouve dans une situation similaire. Si on interroge les gens sur leur comportement alimentaire, en leur posant des questions précises sur ce qu'ils ont mangé, on a beaucoup de difficultés à savoir, à connaître et à comprendre le comportement des gens. Alors, pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est qu'on a tous du mal à évaluer nos portions. Et suivant les individus, la notion de portion, elle change. Alors, typiquement, les normopondéraux, ce qu'ils vont dire qu'ils ont pris une portion de viande, c'est à peu près 200 ou 150 grammes de viande. Mais si on pose la question à quelqu'un qui est obèse, lorsqu'il parle d'une portion de viande, c'est plutôt 500 grammes de viande. Et on est tous dans une situation où on minimise ces phénomènes-là. C'est-à-dire, on a tous plutôt tendance à dire qu'on mange peu, et on a plutôt tendance à fortement minimiser lorsqu'on est en surcharge pondérale importante. Et si on pose des questions aux gens précises sur leur comportement alimentaire, on n'a pas des données fiables sur ce qu'ils mangent. Et on a beaucoup de mal à avoir cette information-là. Et je vais vous montrer comment on peut utiliser l'IA pour reconstituer cette information. Et de la même manière, si on pose la question aux gens comment ils se sentent, on est aussi dans une autre difficulté, c'est que ça va se faire en texte verbeux. Et après, nous, en tant qu'informaticiens, on a beaucoup de mal à récupérer cette information verbale et à lui donner un sens pour la relier aux 2 autres informations qui sont quelle est l'activité physique des gens, finalement, qu'est-ce qu'ils font chez eux, et quel est leur comportement alimentaire. Qu'est-ce qu'ils consomment le soir? Est-ce qu'ils ont un régime alimentaire équilibré ou pas? Et ce qu'on sait, c'est que l'ensemble de ces 3 éléments, c'est ça qui fait que vous augmentez votre chance de développer des pathologies ou pas. Donc de rester longtemps en bonne santé ou de développer à 40 ans du diabète, du cholestérol ou à 50 ans. Donc pour faire ça, ce qu'on a fait, la personne qui est intervenue juste avant moi l'a rappelé, il a fallu collecter des données. Et ce qu'on a fait avec les chercheurs, c'est qu'on a construit un système basé sur un téléphone portable et une montre connectée qui permet de faire ça, c'est-à-dire de collecter des données. Donc c'est une application smartphone tout à fait classique qu'on installe sur un téléphone et qui va permettre de manière automatique de détecter l'activité que vous avez. Donc ce n'est pas quelque chose qui est déclaratif, c'est automatique. Vous portez votre téléphone et sur le serveur, les données sont collectées et avec des algorithmes d'IA, on va être capable de dire le temps que vous avez passé assis, debout, à marcher. Avec des marges d'erreur très très faibles. C'est-à-dire si on avait fait ça avec une caméra pour vous filmer toute la journée, ce serait un peu compliqué, on aurait moins de 5% d'erreur dans l'analyse de l'activité physique des individus. Des individus normaux dans un cadre normal. Je ne parle pas de sportifs ou de personnes hors normes en termes de... Alors,
Ça, c'est important de pouvoir faire ça, parce que les questions qu'on se pose derrière, c'est faire évidemment, avec les chercheurs en biologie, des actions préventives. Donc, ce qu'on veut absolument arriver à faire, c'est traiter l'information. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans l'urgence et dans la correction d'un événement malheureux. Okay ? Donc, par exemple, l'exemple typique, c'est aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est une personne âgée est tombée, on essaie d'envoyer les secours le plus vite possible. Et on sait qu'au bout de 30 minutes, ses chances de survie ont été divisées par 2. Donc, ça, c'est de la correction. On essaie de corriger un événement qui s'est produit. Mais l'enjeu de santé publique, il n'est pas là, c'est de faire de la prévention. Dans l'idéal, ce serait de détecter les micro-changements dans son comportement qui font qu'une semaine, 15 jours avant, il y a des signaux d'alerte et on pourrait envoyer des cadres de santé pour vérifier ce qui se passe, si sa santé ne se détériore pas, si sa mobilité n'a pas baissé, en analysant à la fois son comportement à un instant T, mais aussi son comportement global sur les semaines ou les jours qui précèdent. Et ça, c'est complètement différent. C'est la différence entre avoir un airbag dans sa voiture et un système automatisé qui va freiner avant l'accident. Donc, ce qui a été fait avec nos amis biologistes à l'INRA, c'est d'essayer de se poser la question des liens entre les données comportementales, les données biologiques et l'apparition de maladies. Alors, je vais vous montrer un exemple de travail en cours pour être extrêmement concret et des exemples de résultats obtenus. Donc, ce qui a été fait, c'est on a demandé à des gens de se porter volontaires, voilà, de porter l'application et de jouer le jeu, c'est-à-dire de porter le téléphone sur eux. Et là, on n'a aucune difficulté parce qu'aujourd'hui, dès que les personnes ont perdu leur téléphone, c'est le stress et on court partout pour le retrouver. Donc, on est sûr que l'objet va être porté. Et de répondre aux questionnaires alimentaires. Et je vais vous montrer quel type de questionnaires qui sont un peu particuliers. On a collecté des données. Et je vous invite, si vous êtes curieux, à faire ce qu'il ne faut jamais faire en cours ou dans un exposé. C'est, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous connecter sur le Google Play. Et vous trouverez 2 applications dans ce Google Play. Une qui est grand public et qui s'appelle IntelliLive. Voilà. Et qui est un outil de démonstration du savoir-faire. Donc si vous téléchargez cette application, elle est gratuite, vous la mettez sur votre téléphone, et à la fin de cet exposé, lorsque les 3 intervenants auront fini, vous verrez que vous êtes dans le rouge, parce que vous êtes resté assis, et l'application va vous dire que ce n'est pas très bien, et que vous avez eu 0 dépense physique. Donc l'application s'appelle IntelliLive, et vous la trouverez sur le Google Play. Et si vous avez une montre connectée, eh bien, vous choisissez la version Pro et dans ce cas-là, ça va s'installer en même temps sur votre téléphone et sur votre montre. Et dans ce cas-là, vous aurez des résultats encore plus précis parce que si votre téléphone, vous l'avez oublié chez vous et que vous avez résisté à l'envie d'aller le chercher ce matin, vous pourrez encore utiliser la montre et vous aurez quand même des résultats qui vous montreront ce que ces algorithmes sont capables de faire. Okay ? IntelliLive. Et l'application qui a été utilisée dans les résultats que je vais vous montrer par la suite, c'est WebInet. C'est une application qui est, elle, spécifiquement dédiée à la recherche, que vous pouvez télécharger, mais que vous ne pourrez pas utiliser, parce que pour l'utiliser, il faut avoir un compte, il faut être enregistré, etc., etc. Mais elle est disponible sur le market. Alors, la détection intelligente qui a été faite des activités physiques à partir du téléphone et à partir de la montre, a permis en fait de s'apercevoir de choses que les médecins soupçonnent, mais qu'on a pu réellement cette fois-ci quantifier. C'est par exemple quel est le temps passé par un individu lambda en activité quasiment immobile. Et les médecins, ils savent que la santé dépend du temps que vous allez passer en activité quasiment immobile. Donc quasiment immobile, c'est assis, ou debout vraiment sans bouger. Faible activité, c'est je suis en train de marcher pendant que je vous parle. Et activité très intense, je suis en train de courir parce que je vais rater le bus. Voilà. Et très très active, c'est vous faites un sprint très très prolongé. Et ce qu'on a réussi à faire avec cette application, c'est de quantifier ça. Donc par exemple, malheureusement pour moi, qui faisais partie des volontaires, je passe 80% de mes journées dans l'activité de plus bas niveau, donc très très faiblement actif. Et on sait que ça, c'est très délétère pour la santé. Les médecins le savent parce qu'il y a des publications depuis 30 ans. Et en partant de là, on a pu aussi analyser le comportement dans la journée
et le soir, lorsque les individus rentrent chez eux. Et aussi le week-end. Donc on a pu voir s'il y avait des différences entre individus. Et on pourrait même se poser des questions, des différences entre des individus en fonction du sexe, en fonction du nombre d'enfants, de l'activité professionnelle de ces individus. Et l'enjeu derrière de ça, c'est d'arriver à quantifier le risque couru par les individus en fonction de leur activité physique, de leur comportement alimentaire et de leur état émotionnel. Alors, l'IA nous apporte des éléments très intéressants d'appréciation. Et la difficulté pour les chercheurs, pour les médecins, c'est qu'on se retrouve dans une situation suivante. On a des données qui concernent des volontaires, ça pourrait être vous, et les données qu'on a sont des données sur les individus, votre âge, votre poids, votre sexe, etc. Donc ça, c'est des données qui sont liées à l'individu lui-même, et on possède aussi des données sur le temps passé par les individus dans les activités sédentaires. Sédentaires, faible activité. Et à côté de ça, on possède aussi des informations qui sont ici masquées pour des raisons de confidentialité sur le type de maladie que possèdent ces individus. Donc en gros, pour un certain nombre de volontaires, on sait s'ils sont atteints de pathologies, de quelle pathologie, et on a à la fois des données sur leur comportement et on a à la fois des données sur leur poids, leur sexe, leur âge, etc. etc. Comment est-ce qu'on étudie ça à NIA, par exemple? Qu'est-ce qu'on a fait là? On a divisé la population en deux, une population de tests sur laquelle on a mis en œuvre nos algorithmes, on a conçu nos algos, et une partie de la population qui nous a servi à vérifier que nos algorithmes fonctionnaient. Alors, qu'est-ce que c'est que mettre au point un algo ici? C'est tout simplement se poser la question, parmi toutes les variables que je possède sur un individu, et je peux en avoir beaucoup, je peux avoir 30 informations différentes, on peut se poser la question, quel est le sous-entendu minimal d'informations dont j'ai besoin pour prédire son état de santé. Par exemple, on pourrait se poser la question, si je connais son âge, son poids, son sexe et le temps passé en activité sédentaire, est-ce que ces 3 ou 4 informations sont suffisantes pour pouvoir dire vous avez un comportement à risque, vous risquez dans 20 ans d'avoir des pathologies, vous avez un comportement faiblement à risque ou vous avez un comportement qui est très très peu à risque. Ça, c'est particulièrement difficile à faire avec des algorithmes classiques. Mais avec des algorithmes qui sont issus de l'IA, on peut assez facilement identifier les variables importantes. Alors là, par exemple, ce qu'on a réussi à montrer, c'est que l'état de santé d'un individu, il dépend de données qui sont liées à l'individu. Par exemple, son poids est très important, son sexe aussi, et de données comportementales. Ça veut dire que l'apparition de maladies chroniques, ce n'est pas une fatalité. Ça dépend de votre poids, ça dépend de votre sexe, ça dépend de votre âge, mais ça dépend aussi du comportement que vous avez. Et comment est-ce qu'en IA, on a pu valider ça? C'est relativement simple. On a des algorithmes qui nous permettent de détecter ces corrélations. Et lorsqu'on a détecté une corrélation, on est capable d'identifier comment ces variables dépendent les unes des autres. Par exemple, on a pu montrer ici que ces variables sont reliées par un certain nombre de coefficients mathématiques, peu importe comment. Et donc, à partir du moment où on connaît, on est capable de trouver ces coefficients, si on pose la question à quelqu'un, 4 questions de base, quel est son âge, quel est son poids, quel est son sexe et quel est le temps qu'il passe assis ou en faible activité, on est capable de prédire son état de santé, ou tout au moins d'associer un indice de risque. Alors, je tiens à préciser que c'est qu'un exemple, les résultats de recherche ne sont pas exactement ceux-là, mais ça permet de donner une idée en tout cas. Et une fois qu'on a un indice de risque, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Eh bien, on peut tester la validité de cet algorithme en prenant des individus, on leur pose ces 4 questions, on sait dans quel état de santé ils sont, certains sont malades malheureusement, d'autres pas, et on regarde ce que l'algorithme prédit. Et on s'est aperçu que avec un faible nombre de questions, qui ne sont pas celles qui sont sur ce tableau, pour des raisons de confidentialité, on les a changées, mais en posant simplement 4 questions à un individu, on peut prédire avec une précision de 85% s'il est malade, s'il est en bonne santé, et s'il est malade, de quel type de pathologie il devrait être atteint. D'accord ? Et les 15% qui échappent à l'analyse, les 15% qui échappent à l'analyse, c'est lié probablement au fait qu'on n'a pas trouvé tout à fait en IA la bonne méthode pour faire ça.
Okay, parce que la méthode qu'on a utilisée ici, c'est une simple méthode de régression. Tout à l'heure, on parlait de réseaux de neurones. Là, on a fait une analyse avec des méthodes d'IA de base, qui sont des régressions, et on peut affiner ce type de choses avec des réseaux de neurones. Qu'est-ce que le réseau de neurones va nous apporter? Il va nous permettre de détecter des corrélations qui ne sont pas forcément directes, pas directement visibles, mais il va permettre de les trouver, et il va permettre d'affiner la prédiction. Donc, en résumé, ce que nous disent ces résultats, c'est beaucoup de gens restent faiblement actifs le soir chez eux, même dans la journée, et c'est plutôt délétère pour la santé, donc il vaut mieux être actif. Donc il vaut mieux être debout à ma place qu'assis à votre place pour des raisons de santé. Bon, ensuite, pour les comportements alimentaires, qu'est-ce que l'IA nous apporte en fait? L'IA a apporté le point suivant. On peut essayer de comprendre le comportement alimentaire en posant des questions aux individus. Ça se fait depuis longtemps. Et ça ne marche pas en fait, ou ça marche relativement mal, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Ça ne marche pas parce qu'on ne sait pas évaluer la taille de nos portions. Voilà. Et en plus, les médecins, ils savent, et nous aussi on le sait, parce qu'on a tous dans notre entourage peut-être des personnes qui sont en surcharge pondérale, obèses, ou des gens qui sont très très maigres. La notion de portion varie d'un individu à l'autre. Donc, pour collecter la donnée, on a déjà un vrai souci pour appréhender ce que les gens, le comportement alimentaire des gens. Alors, qu'est-ce qu'ici, par exemple, on a proposé? Alors, vous pouvez toujours utiliser les applications que vous allez trouver dans le Google Market, et vous verrez que ces applications sont toutes basées sur la même idée. Vous avez mangé de la viande? Oui, c'est du poulet, du beefsteak, etc. C'est du poulet. Combien de grammes? Donc, au restaurant, vous devez sortir la balance et peser. Donc, ce n'est pas possible, et c'est plutôt approximatif. Qu'est-ce que l'IA nous a apporté? Elle nous a apporté l'idée suivante. Au lieu de poser la question aux gens de ce qu'ils ont mangé à midi, on va leur poser la question de quel type d'aliments ils ont consommé. Donc on va leur poser une simple question qui est: vous avez mangé quoi? Des légumes, de la viande, des féculents, du pain, vous avez pris un dessert, un fruit, du café, etc. Et avec cette simple question, on est capable d'en déduire le volume qu'ils ont consommé. Alors, comment fait-on ça? C'est assez simple en fait. Lorsque les individus répondent à ce questionnaire alimentaire, ils répondent juste à 3, 4, 5 catégories. On a des algorithmes qui vont permettre, pour chaque catégorie, en fonction de l'individu qui a répondu, d'en déduire la quantité qu'il a consommée. Comment c'est possible? Finalement, c'est assez simple. Avec l'autre application, on connaît le temps que les gens ont passé debout, assis. Donc on connaît la dépense énergétique que vous avez en fait. Si on connaît votre dépense énergétique, et qu'on a suffisamment d'individus, on a des outils qui permettent de faire ça. Et qui vont nous permettre de dire, si je suis un individu de 1m80, que je pèse 85 kg, que je suis plutôt un homme, que je suis plutôt, etc. Quand j'ai répondu, quand j'ai cliqué, j'ai consommé des féculents, c'est peut-être 100 grammes. Et si je suis un individu de 55 ans, qui pèse 90 kg, au moment où j'ai cliqué sur féculents, ça veut plutôt dire 300 grammes. Et si je suis obèse, lorsque j'ai cliqué sur viande, c'est plutôt 500 grammes. Parce que statistiquement, les outils l'IA nous ont permis de nous fournir cette information. Donc en croisant l'information sur l'activité physique, sur le simple information qu'est-ce que j'ai mangé, mais pas en volume, on peut en déduire suffisamment de données pour prédire avec une grande précision la quantité qui a été consommée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans que l'individu soit harcelé de questions, parce que si on le harcèle de questions, il fait comme vous sur Internet, il prend le formulaire, répond n'importe quoi aux questions, et il appuie sur valider. Donc avec le minimum d'interaction de sa part, on a le plus grand nombre d'informations possibles. Et des informations plutôt extrêmement fiables. Et cette analyse de la taille des portions qui a été faite, après, nous permet à nous, chercheurs, de passer à l'étape d'après qui va être quelle corrélation il y a entre le comportement alimentaire, l'activité physique et l'apparition des maladies. Est-ce que c'est corrélé? Et si oui, comment? Quels sont les critères qui donnent la corrélation? Alors par exemple, on sait déjà en regardant les données, on voit apparaître des choses intéressantes. Moins les gens ont d'activité physique, plus en général, ils ont une surcharge pondérale.
Et ce n'est pas tellement marqué pour les individus jeunes, c'est plutôt marqué pour les individus au-delà de 40-45 ans. Donc il vaut mieux faire un peu d'activité physique au-delà de 40-45 ans, et en faire aussi si on est jeune, parce que c'est un élément important pour retarder l'âge d'apparition des maladies chroniques. Voilà. Alors, si vous souhaitez, si je vous ai sensibilisé sur le fait qu'il ne faut pas rester trop longtemps assis, donc en cours, ne vous levez pas pour courir dans la salle. Si je vous ai sensibilisé à ça, si vous avez envie de participer à ces programmes de recherche, il faut savoir qu'on est toujours en recherche de volontaires dans ce qu'on fait avec les biologistes. Parce que pour nous, le nerf de la guerre, comme il a été dit tout à l'heure, c'est d'avoir de la donnée fiable à manipuler pour la faire parler. C'est le premier élément important. Donc on est souvent en recherche de volontaires. Ce n'est pas très contraignant. Il faut porter un téléphone à la ceinture, en général le vôtre. Il faut installer une application gratuite. Et ensuite, il faut répondre à quelques questionnaires. Dans ce cas-là, connectez-vous sur le site de activecollector.clermont.inra.fr. Contactez les chercheurs en biologie, c'est eux qui gèrent l'inclusion des volontaires. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez contacter Sylvie Rousset qui est à l'INRA, qui est la biologiste avec qui on travaille de manière très étroite sur ces problématiques et qui, elle, pourra vous apporter un éclairage beaucoup plus médical que ce que je viens de faire. Car moi, je me suis juste contenté de vous montrer en quoi ces outils permettent de faire autrement. Quelque chose qui est quasiment impossible, c'est d'aller à domicile pour comprendre ce qui se passe à un endroit où on ne peut pas envoyer un cadre de santé toute la journée avec les patients. Voilà. Donc merci Philippe. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon on va passer aux questions du WooClub s'il y en a. N'hésitez pas à prendre le micro. Ah, je vois qu'il y en a une là-bas. Pardon ? Comment vous contrez le surentraînement de l'IA ? Alors là, on a eu des phénomènes comme ça. La réponse est un peu technique. Mais effectivement, on a des problèmes de surapprentissage au niveau des réseaux de neurones. Ça arrive. Parce que vous manquez un peu de variables, non ? Oui. On est limite en termes de données. Comment vous prenez la différence interindividuelle ? Alors là, on ne l'a pas explicitement traité. On a supposé que la population était représentative de la population cible, et on sait que ce n'est pas en grande partie vrai. Merci. Voilà. D'autres questions ? Du coup, j'en avais une, moi. Est-ce que ce genre d'application, du coup, il est utilisé actuellement dans la médecine ? Alors, il y a des applications qui sont utilisées dans le milieu médical. Okay. Nous, clairement, nous sommes des chercheurs. Donc, ce qu'on fait sont des outils pour faire de la recherche. Et il est clair que faire des applications pour le milieu médical, c'est une autre problématique. Il y a des problèmes de normes. Mettre une application dans le milieu médical, ça va poser des problèmes de stockage de données, etc. Donc ça, c'est pas notre métier. Mais en tout cas, tous les professionnels de santé, enfin tous les cadres de santé, tout le monde a bien conscience que l'ouverture à ces objets connectés, c'est quelque chose qui est important et on en fait la promotion régulièrement. Ne serait-ce qu'à Auvergne, je crois que c'est l'année dernière, il y a eu une ouverture d'un service pour faire de la téléconsultation via Internet qui a été expérimenté. Donc c'est quand même un premier pas vers la mobilité ou de la santé connectée au sens large. C'est assez nouveau quand même, puisque c'est plutôt un milieu voilà, où il y a des contraintes très fortes. Pas d'autres questions ? Peut-être Saucen sur le WooClub ? Alors du coup, ça nous permet de rebondir. Est-ce que vous pensez que ça deviendra un outil indispensable pour les médecins dans le futur ? Moi, je ne sais pas répondre à cette question, mais en tout cas, une chose est sûre, la pénurie de médecins, surtout dans les milieux ruraux, font que tout le monde se préoccupe de faire en sorte que les gens soient des acteurs actifs de leur santé. Et c'est quand même un moyen d'y répondre, c'est-à-dire si on arrive à sensibiliser les individus à être des acteurs de leur santé et de faire en sorte qu'on retarde l'âge d'apparition des maladies, on aura quand même fait un grand pas en avant. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où les comportements délétères qu'on a dans la vie courante
vont apparaître dans une vingtaine d'années. Donc en gros, si on boit du Coca-Cola et qu'on mange des chips, alors c'est une boutade, c'est-à-dire des comportements qui sont délétères, si c'est répété dans la durée, on sait que dans 20 ans, vous augmentez considérablement les risques de développer des pathologies. C'est pas lié à la marque Coca-Cola, mais en tout cas, la consommation de produits, par exemple, très sucrés, le fait d'être très peu actif le soir, d'être passé beaucoup de temps dans le canapé ou dans la journée, de ne pas avoir de marche pour aller sur son lieu de travail, de sortir de sa voiture, de faire 20 mètres pour aller à son bureau et vice-versa, ou aller en salle de cours, c'est pas des comportements qui sont très très bons. Voilà. Et puis il y a d'autres phénomènes aussi. Je vous invite à aller sur le site de l'INRA. Il y a aussi des chercheurs, par exemple à l'INRA, qui attirent l'attention sur les produits ultra transformés, sur la manière dont on consomme. Et visiblement, il n'y a pas que les produits gras, salés, sucrés, ce qui pose question, mais aussi la transformation des produits. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Lacombe. Donc on va finir avec notre dernier intervenant, Monsieur Chafik. Alors avant de commencer, donc la traditionnelle question à l'applaudimètre. Donc est-ce que pour vous la logistique actuelle et dans le futur va utiliser et utilise déjà de l'intelligence artificielle? Voilà. Tout le monde est d'accord sur ce point-là, donc je laisse Monsieur Chafik faire sa présentation. Je m'appelle Shafik Samir, je suis enseignant-chercheur à l'UCA. Et donc ce soir, je vais vous parler de quelques applications dans lesquelles je suis impliqué avec d'autres collaborateurs. Donc bien sûr, même si je présente, donc c'est toujours le fruit du travail. D'accord ? Donc je cite les doctorants, je cite les enseignants-chercheurs, les médecins. Donc il y a pas mal de collaborateurs que je ne peux pas nommer ce soir, mais que je remercie pour la qualité du travail. Donc toutes les applications que je vais présenter ce soir, ce sont des activités dans mes activités de recherche, et j'ai enlevé toutes les parties techniques et théoriques, et j'espère qu'à la fin je vais vous convaincre un peu de principes qui est derrière, pour que vous compreniez au moins dans ces applications en quoi l'IA est importante. Je pense que vous n'avez pas lancé le diaporama. Hop. Voilà. C'est mieux. Donc d'abord, pour commencer, donc là, comme vous l'avez compris, l'IA, donc c'est devenu un peu le sujet sexy des temps modernes. Et dans le cadre de cette présentation, je vais plutôt me contenter de quelques problématiques sur lesquelles, d'accord, donc je maîtrise plus ou moins, d'accord, ce qu'il y a là-dedans. Donc d'abord, donc je vais vous parler des observations qui sont statiques. Donc ça veut dire que le temps est à peu près le même pour toutes les observations. Et dans la deuxième partie, je vais vous parler de quelques applications qui, notamment, changent dans le temps et dans l'espace. Donc, bien sûr, dans cette présentation, je vais plutôt me focaliser sur l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est quoi pour moi? C'est nous avons un ensemble de données. Quel est le maximum d'informations que je peux apprendre à partir de ces données-là pour pouvoir les utiliser afin de prédire? Donc, on verra quelques applications de prédiction, mais pour moi, en tout cas, il y a différentes étapes que je dois corriger avant d'arriver à une application qui est performante. Donc, la première, c'est que je peux avoir, et ça, donc là, c'est la vie quotidienne, des données qui sont manquantes, d'accord, mais qu'il faut estimer. Donc, la deuxième, c'est que des données qui sont présentes, mais par contre, donc là, qui sont erronées, mais qu'il faut corriger. Donc, la troisième, c'est ce qu'on appelle les données aberrantes. C'est des données, d'accord. Donc, par exemple, vous demandez à quelqu'un quel est son âge, il va vous mettre, d'accord, 900 ans. D'accord, on sait très bien que c'est des données qui aberrantes. Si jamais je vais l'inclure dans l'analyse, il va biaiser le résultat et je vais avoir, d'accord, une qualité de résultat qui est différente. Donc là, je vais finir par la quatrième étape. La quatrième étape, c'est est-ce qu'on est capable d'apprendre à partir du passé et à partir du présent pour pouvoir prédire le futur. Donc ça, vous le savez déjà, c'est ce qui existe dans la météo. Et je vais vous montrer donc un autre exemple ce soir. Ah oui. Donc un avant-goût, d'accord. Donc ça, c'est un premier exemple qu'on utilise pour ce qu'on appelle le transfert. Donc le transfert dans cet exemple-là, comme vous pouvez le voir,
je ne sais pas si je peux appuyer dessus. Hop. Voilà, donc le premier exemple, donc ce sont des visages 3D dans lesquels la personne, il exprime une expression. Donc ça, c'est des données que je connais, que j'ai la base de données qu'on a enregistrée pendant un certain moment. Et l'objectif, c'est à partir de cette base de données, est-ce qu'on est capable d'apprendre l'expression faciale et de l'appliquer sur des avatars, ça veut dire des objets 3D dont je ne connais pas quelle est la prédiction, et d'essayer de simuler ce que j'apprends ici sur des objets qui sont statiques ici. D'accord ? Donc là, je vous donne un exemple, mais c'est un peu, donc vous avez déjà vu ça dans les films d'animation. Ils font bien sûr, donc là, beaucoup mieux que ce que je présente ici, mais vous allez voir par la suite que ce n'est pas moi ce qui m'intéresse le plus, d'accord, quoique, mais ça serait plutôt pour répondre à une problématique réelle. Donc dans un cadre d'un projet CNRS pour lequel je collabore avec un laboratoire qui est à Toulouse et donc une université en Afrique du Sud. Donc l'objectif, c'était un peu de voir est-ce que l'IA peut ramener quelques informations de plus dans le cas de paléontologie, en utilisant, donc je vais vous montrer par la suite ce que c'est que la cochlée 3D. Donc là, il y avait, donc, je dirais, 3 axes principaux. Donc le premier, donc là, ça fait au moins 50 ans qu'il y avait le débat entre paléontologues. D'accord, il y en avait ceux qui disaient que, d'accord, la cochlée chez les femmes, c'est pas la même chose chez les hommes. Et bien sûr, ceux qui disaient que c'était différent, ils disaient que peut-être c'est le facteur pour lequel donc, la femme est capable d'entendre plusieurs sujets en même temps, alors que l'homme, il est plutôt monofréquentiel. Donc je vais vous répondre à la fin, d'accord, ce qu'on a obtenu. Donc la deuxième, d'accord, et par rapport au sexe d'enfant. Donc pourquoi donc, cette question? C'est parce que pour les paléontologues, ils peuvent trouver des fossiles. Donc je vais vous montrer quelques exemples, d'accord, de cochlées non pas de fossiles, pour lesquels donc on n'a pas d'ADN, donc on ne peut pas savoir si donc ce qu'on a trouvé est bien un homme ou une femme. Et on va essayer de voir est-ce qu'à partir de ce qu'on connaît aujourd'hui, on peut remonter dans le temps et appliquer ça pour savoir est-ce qu'il s'agissait donc d'un mâle ou d'une femelle. Donc le troisième, c'est est-ce qu'on peut faire d'accord, la même chose, mais cette fois-ci, ce n'est pas chez l'homme, mais on peut le voir donc, sur des ascendants, c'est-à-dire des primates. Je vais vous montrer quelques exemples. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a changé? Dans quel sens ça a changé? Est-ce que c'était un processus plutôt naturel ou c'était un processus qui a été accéléré dans le temps? Donc voilà, donc là je vais me baser donc là, sur l'oreille interne. Donc là vous avez l'oreille humaine dans lequel vous avez ce qu'on appelle donc là la labyrinthe. Et dans la labyrinthe, vous avez ce qu'on appelle la cochlée osseuse. Et cette cochlée osseuse, c'est ce que vous voyez là. Et vous voyez bien la forme spirale. Donc là, cette cochlée, donc là, c'est une sorte de tube qui se trouve à l'intérieur de l'os. Pourquoi les paléontologues ils insistent sur cette caractéristique-là? Parce qu'à l'intérieur d'un os, et même avec des dizaines de millions d'années, il est bien conservé. Ça veut dire que pour eux, c'est une sorte d'empreinte un peu temporelle qui permet de nous donner des informations sur des fossiles qui sont trouvés en Afrique du Sud. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la forme est spirale. Et cette forme spirale, donc là, il y a un tube à l'intérieur, il y a un liquide, et c'est ce liquide-là qui touche des membranes, et c'est ce qui fait des fréquences ou des ondes qui sont par la suite transmises au cerveau. C'est ce qui est la voix, c'est ce qui est le son, etc., etc. Donc, il y a ceux qui disaient que la forme, elle n'est pas du tout la même chez l'homme et chez la femme. Et donc, du coup, les fréquences chez l'homme et chez la femme, n'est pas la même. Et on ne peut pas entendre la même chose. Donc, ça fait déjà longtemps qu'ils ont déjà tranché chez différents animaux. Donc, ils ont vu que c'était différent. Mais chez l'homme et chez la femme, donc là, c'était pas encore tranché. Donc voilà un exemple. Donc là, c'est l'exemple, c'est l'étude qu'on a faite. Donc là, c'est l'année dernière, pour lesquelles, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté des données de l'Europe et de l'Afrique, et on a des collections de cochlées, donc là que vous pouvez voir ici, de femmes et des cochlées d'hommes. Donc
Bien sûr, donc là, si on regarde juste visuellement, il n'y avait aucun moyen de pouvoir différencier les deux si on utilise des techniques qui sont classiques. Donc là, dérivés de statistiques, d'accord, on n'a pas vraiment pu différencier les deux. Et la deuxième chose, c'est qu'on imagine toujours à ce que les données sont parfaites et qu'on peut faire du traitement là-dedans. Donc je vous assure que généralement, les données qui sont réelles, ils sont bien bruitées. Et ça, c'est un facteur qu'il faut aussi enlever avant de faire les analyses. Donc là, ça c'est, d'accord, ça c'est le résultat qu'on a obtenu. D'accord. Donc vous avez donc à gauche, donc là c'est à peu près donc la cochlée de l'homme, mais avec ce qu'on appelle la torsion. La torsion, c'est la façon dont la courbe elle tourne. Et à droite, donc là c'était ce qui est, c'est la cochlée chez la femme. Donc on voit bien qu'en fait, en tout cas en se basant sur la torsion, on avait bien une différence entre l'homme et la femme. D'accord. Donc là ça a fait l'objet. Donc là c'est la première étude qui était sortie. D'accord, qui a montré qu'une telle différence est bien distincte. Donc le deuxième point dont je vous ai parlé, c'est qu'on peut aussi, donc le problème c'est chez les enfants, d'accord, et donc malheureusement, donc ça je peux le faire, donc là c'est l'université de Bruxelles, et ils travaillent sur des fossiles qui ont été calcinés, et il n'y avait pas d'ADN, et ils voulaient savoir est-ce que c'était possible, donc chez des enfants, donc là qui étaient âgés de 18 mois jusqu'à 7 ans, est-ce qu'il était possible de savoir s'il s'agissait d'hommes ou femmes. D'accord. Et l'objectif, c'est qu'on n'a pas, d'accord, le sexe des observations qu'on avait, juste très peu, et il fallait, d'accord, faire une application IA d'apprentissage pour savoir si il s'agit bien, d'accord, d'un sexe ou d'un autre. Donc ce que j'ai mis là, c'est que avant qu'une application IA arrive à terme et qu'elle soit déployée, d'accord, il faut bien donc, respecter plusieurs protocoles, donc, notamment donc, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, il faut que les données soient bien préparées, il faut que les données soient bien suffisantes, il faut que le modèle d'apprentissage soit au moins garanti théoriquement. On fait plusieurs tests, plusieurs comparaisons avant d'arriver, d'accord, plusieurs ajustements de paramètres avant d'arriver à un séparateur, donc tel que ce que je vous montre ici, pour savoir est-ce qu'on est fiable ou pas fiable. Et bien sûr, on ne peut pas être donc, certain à 100%. C'est pourquoi on avait donc, développé un modèle donc, plutôt probabiliste pour savoir est-ce qu'on est plus proche des hommes ou est-ce qu'on est plus proche de femmes au niveau de la cochlée. Donc la troisième partie, donc, on continue à travailler dessus. Donc là, sur cet arbre phylogénétique, donc nous avions donc, dans des ancêtres dans lesquels vous avez l'homme sapiens qui est plutôt là, d'accord. On a des paranthropes qui sont là, les australopithèques qui sont là, et bien sûr nous avons d'autres espèces, d'accord, qui sont différentes. Donc, à travers donc, plusieurs collectes de données qui ont été faites en Afrique du Sud, l'objectif c'était quoi? C'était déjà la première question qu'on se pose, est-ce que la cochlée, par exemple ici, chez différentes espèces, même s'ils sont proches, est-ce que ça permet de savoir est-ce que la cochlée de la gorille est plus proche de celle de chimpanzé ou bien est-ce que celle d'australopithèque? Donc vous allez voir par la suite où il se situe au niveau de l'arbre, est-ce qu'elle était plus proche de l'homme ou pas. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je suis en train de parler de 10 millions d'années. Donc sur les 10 millions d'années, forcément, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ici, je vais me concentrer plutôt donc là, sur cette partie-là. Là, nous avons l'Australopithèque. Donc c'est à peu près 3,5 millions d'années. Et ce Australopithèque, il a donné naissance à deux cousins qui sont les paranthropes et qui sont l'Homo sapiens. Donc là, toute la famille qui sont là-dedans. Et les paranthropes ont disparu bien avant que l'époque actuelle. Et l'objectif de cette étude, c'était de savoir est-ce que chaque branche de l'arbre que vous avez ici, c'est une sorte d'évolution. Est-ce que cette évolution était une évolution qui était naturelle, c'est une sélection naturelle, ou bien c'était un processus qui était accéléré. Donc pour pouvoir faire ça, donc qu'est-ce qu'il fait l'IA?
D'accord? Donc l'IA ici, c'est une sorte d'algorithme. Donc c'est un processus stochastique qui permet de simuler, d'accord, tout l'arbre avec toutes les données qu'on a ici et de pouvoir à la fin décider est-ce que le paranthrope qui est là a eu une évolution qui est plus rapide que celle qui est de l'homme. D'accord? Donc là, à partir de graphiques qu'on a obtenus, vous voyez bien ici que malgré qu'il s'est éteint bien avant, d'accord, donc sa valeur qui est là a beaucoup augmenté par rapport à quelque chose qui est par rapport au HSS, c'est-à-dire l'Homo sapiens. Et ici, donc là, donc, je vous raconte ce que le paléontologue donc, m'a dit. Moi, ce que je comprends, c'est plutôt donc, là, les processus. Et ici, donc, on voit bien que le HSS, il se rapproche beaucoup plus du pan, c'est-à-dire des chimpanzés de gorilles au niveau de la cochlée, que de son cousin qui a disparu il y a quelques années. Donc, pour conclure, donc avant de passer, donc je vais faire un petit bref donc slide sur le marketing par la suite pour voir qu'il n'y a pas que chez les fossiles que ça marche. D'accord? J'insiste juste sur une chose. D'accord? Donc ici, donc j'ai repris donc là deux définitions donc de sciences de données ou de l'IA qui sont différentes. D'accord? En tout cas, en ce qui me concerne, donc là, donc pour moi, c'est nous avons des données et je veux extraire donc, des données, des informations qui sont le plus pertinentes possible en respectant des règles qui sont bien définies, en tout cas théoriquement, parce que en fixant les critères de qualité que j'obtiens une application, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise. Donc une application qui est bonne ou qui est mauvaise, il doit respecter des définitions qui sont très rigoureuses, qui sont bien définies ici. Et hop. Donc là, je termine par un slide. Donc je voulais au départ donc, vous faire aussi donc là, une partie qui est très détaillée sur une application marketing management. Mais bon, je n'ai pas eu l'accord de l'entreprise donc, pour parler de quelques aspects. Donc là, j'ai fait un petit résumé qui fait la différence entre la partie, donc si nous avons des données, donc là je suppose que tous, donc, vous avez à un moment donné essayé de faire des camemberts, essayé de faire des barres, des histogrammes, faire parler les données, les observations. Donc ici, donc si j'ai les données, donc par exemple, donc là si je prends dans cette entreprise-là, donc cette entreprise, il a plusieurs clients et donc ces clients-là, bien sûr, donc il a plusieurs informations sur les clients. Les clients ici, ce sont des pays. Et sur les pays, il peut avoir, donc là, les pays sont là. Il peut avoir plusieurs informations sur le pays, qu'est-ce qu'il produit, quelle est la température dans ce pays, quel est le PIB de ces pays. Donc là, il peut y avoir plusieurs informations. Donc si je me contente de l'analyse, je peux juste savoir, par exemple, en termes de marché, si je veux cibler un marché, je peux juste corréler, d'accord, croiser les données que j'ai et je regarde quels sont les paramètres, ce qu'on appelle donc là en machine learning, d'accord? Donc là, ce qu'on appelle le future importance, c'est quelles sont les caractéristiques qui sont les plus importantes. Est-ce que je vais plutôt cibler des pays qui produisent plus de soja ou est-ce que je vais plutôt regarder, d'accord, un pays comme la Chine où il y a plus de population? Donc bien sûr, donc là, la réponse n'est pas aussi facile que ça. Il faut savoir par rapport aux produits et ce qu'on propose. Donc, si je me contente à analyser les données, je peux faire des graphes qui sont comme ça. Donc, la deuxième question qui m'intéresse, moi, donc là, sur lesquelles je travaille, c'est ce qu'on appelle le forecast. Donc, le forecast, c'est essayer d'apprendre à partir du présent et du passé pour pouvoir prédire le futur. Donc, dans le cas de cette application, donc l'entreprise, il s'intéressait à quoi? Il s'intéressait tout simplement à, au lieu d'aller dépenser beaucoup d'argent, d'accord, pour séduire des clients à acheter leurs produits, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un certain profil des clients et d'adapter leur publicité par rapport à ces pays-là. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est que d'abord, on va essayer de voir est-ce qu'il y a une caractéristique qui est plus importante que l'autre, donc notamment le nombre d'habitants peut être important, la surface il peut être importante, est-ce que la surface qui est fertile, l'agriculture, est-ce que donc là plusieurs facteurs.
Et le deuxième, donc là, qui m'intéresse moi le plus, donc là, vous avez la liste de pays, c'est aussi voir quelle était l'évolution, d'accord, de la consommation avec d'autres critères, bien sûr, tels que la météo, etc., et de pouvoir se prononcer, d'accord. Donc là, moi, comme je fais de l'IA, mais que je n'ai pas d'entreprise, d'accord, donc je ne perds rien, je peux me faire des prédictions jusqu'à 2040, d'accord. Mais ça, c'est irréaliste, c'est juste pour vous montrer, donc là, un exemple, d'accord, un peu caricatural, d'accord, de ce que les applications elles peuvent faire, mais bien sûr, donc en plus sérieux, chez les entreprises, et c'est quelque chose, donc là, on peut faire de la prédiction jusqu'à 2 ans, 3 ans à peu près, d'accord, avec un coefficient de confiance, bien sûr, qui est donné. Et bien sûr, donc ça, c'est juste le gars, d'accord, geek qui travaille dans le service marketing, mais c'est bien sûr, c'est toujours au responsable de prendre la décision parce que ça peut coûter trop cher. Voilà, donc là, je vous remercie de votre attention et je suis à vous pour les questions. Donc merci Shafik. On va être un peu pris par le temps, mais si vous avez 1 ou 2 questions maximum, je suis désolé, n'hésitez pas à les poser. Sinon sur le WooClap, on en a peut-être 1 ou 2. Alors j'ai une petite question, c'est à force de mettre de l'intelligence artificielle partout, l'humain ne risque-t-il pas de perdre sa place et ses métiers? Reste sa place, non, je ne crois pas. Moi, je suis plus optimiste. Je dirais toujours que c'est moins grave que la bombe atomique. Et le problème, c'est que le jour où la bombe atomique sera gérée par une IA, bon, peut-être que je changerai d'avis. Non, pour répondre sérieusement, moi je vois que c'est plutôt des outils qui sont développés par des humains. Donc si les humains sont assez sages, les outils le seront aussi. Si les hommes ne sont pas sages, avec un H majuscule, que ce soit l'IA, ou que ce soit un couteau, ou que ce soit un bus, donc ils trouveront toujours le moyen de mal s'en servir. D'autres questions du coup? Bon, on va vous inviter à venir nous rejoindre sur scène, Philippe et Nicolas. Donc je vous invite à applaudir nos 3 intervenants pour leurs interventions. Merci à vous.